Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Il est 18h31 en direct dans ce nouveau studio de Boursorama que vous découvrez. Un nouvel écran pour une très belle webconférence, un Bourse Live consacré à L'Oréal. Un moment d'échange unique qui va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir le numéro 1 mondial des cosmétiques dans toute sa beauté, dans toutes ses beautés même pourrais-je dire. Activité, positionnement, stratégie, ambition. Alors nous allons passer en revue les différents atouts du groupe dans un contexte qui, il faut le dire, c'est singulièrement compliqué depuis le début de l'année. Mais vous allez voir que grâce au digital, à l'innovation, grâce aussi au talent de ses équipes, eh bien L'Oréal parvient à maintenir une dynamique de croissance élevée qui n'oublie pas les actionnaires, avec toujours cette raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde. Et qui mieux pour nous brosser le portrait de L'Oréal que son directeur général avec nous ce soir, Nicolas Hieronymus. Bonsoir Nicolas Hieronymus. Bonsoir Laurent, ravi d'être avec vous. Alors nous sommes ensemble pour 30-40 minutes et pour poser les bases, tiens, j'avais envie qu'on commence par présenter L'Oréal. Je vais vous entendre sur le sujet, mais avant, on a une carte d'identité à vous présenter en vidéo sur L'Oréal et c'est maintenant. Alors voilà pour les images, elles sont magnifiques d'ailleurs hein, ces images, mais ce sont maintenant vos mots que j'ai envie d'entendre Nicolas Hieronymus. Comment vous définissez aujourd'hui l'identité de L'Oréal ? Écoutez, L'Oréal, c'est une entreprise qui est le numéro 1 mondial de la beauté, avec, vous l'avez vu, 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 7 milliards de produits vendus, une part de marché. On en reparlera parce que c'est une des sources de progression qui n'est que de 14% du marché mondial. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais ça veut dire qu'il y a encore des possibilités. Ouais. C'est la particularité de L'Oréal par rapport à pas mal d'autres entreprises qu'on peut connaître, c'est qu'elle est concentrée sur un seul métier, la beauté. On fait que la beauté, mais toute la beauté, avec cette raison d'être que vous avez évoquée, qui est créer la beauté, qui fait avancer le monde. Et ça veut dire qu'au-delà des produits que l'on vend et qui contribuent au bien-être des consommateurs du monde entier, on veut que L'Oréal joue ce rôle d'entreprise leader dans les domaines du développement durable en particulier, de l'engagement sociétal. Et donc ça fait partie des valeurs de L'Oréal. L'Oréal, c'est une entreprise qui a été créée par un chimiste, par un entrepreneur, Eugène Schueller, il y a plus de 110 ans. Et donc, et ça fait une de nos particularités, c'est que depuis 110 ans, le principal moteur de la croissance de L'Oréal, sa conviction profonde, c'est celle de la supériorité produit, nourrie par une recherche. On a parmi nos 86 000, pratiquement 86 000 collaborateurs mondiaux, on a 4 000 chercheurs. On dépense 1 milliard d'euros par an en recherche, et donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et peut-être ce que les gens ne savent pas sur ce grand marché de la beauté qui fait 230 milliards d'euros, c'est que L'Oréal, c'est beaucoup de marques. En fait,
quand je dis L'Oréal, on dit L'Oréal Paris, bien sûr, L'Oréal professionnel, mais en fait, nous avons 80 marques, mais en réalité, on a véritablement 35 marques mondiales, ou en tout cas qui sont présentes dans plusieurs pays, et qui sont réparties dans... En fait, on a divisé notre activité en 4 divisions, qui sont chacune spécialisées d'un certain soit circuit de distribution, soit d'une certaine approche de la beauté. La première d'entre elles, maintenant en taille, et c'est depuis l'année dernière seulement, c'est la division luxe. Les produits de luxe avec des marques comme Lancôme, comme Yves Saint Laurent Beauté, comme Armani, comme Biotherm, qui est très connu en France, ou Kiehl's. La deuxième division, mais qui est la première en masse et en volume, c'est celle du mass market, justement, qui s'appelle la division des produits grand public. Donc là, ce sont les marques... c'est là qu'on trouve L'Oréal Paris. L'Oréal Paris, Garnier, qui est une formidable marque que j'ai eu le plaisir de diriger dans ma jeunesse, et qui est une grande marque de produits d'accès populaire. Vous avez aussi Maybelline New York, ou une marque comme NYX. Donc ça, ce sont les produits grand public. Vous avez une division qui est celle qui a le plus fort taux de croissance depuis maintenant 4 ans, qui est notre division qui s'appelle Cosmétique Active, qui en réalité est une division de produits de beauté dermatologique, donc qui sont développés avec des dermatologues ou prescrits par des dermatologues. Les plus connus d'entre elles, c'est la plus connue parce que c'est la première marque mondiale prescrite par les dermatologues, c'est La Roche-Posay. Mais il y a aussi Vichy, qui est une grande marque ancestrale française, CeraVe, qui est une acquisition américaine que nous avons faite. Donc ça, c'est la troisième division et celle qui a le plus fort taux de croissance. Et puis il y a celle qui est à peu près de la même taille d'ailleurs que Cosmétique Active, qui est la division des produits professionnels, qui est au fond là où est né L'Oréal. L'Oréal est né Eugène Schueller, sa première découverte, c'était la teinture inoffensive pour cheveux, qu'il a vendue aux coiffeurs parisiens. C'est le début de l'aventure L'Oréal. Et donc, on a toujours cette division L'Oréal des produits professionnels, avec la marque L'Oréal professionnelle, mais aussi une marque comme Kérastase, par exemple, qui est très connue des consommateurs. Donc, L'Oréal ne fait que la beauté. On a une empreinte, un business qui est totalement mondial aujourd'hui. Et c'est une des choses qui nous permet de naviguer au mieux dans les eaux tumultueuses que nous connaissons aujourd'hui. Mais on a un business, on est en Europe, on est évidemment aux États-Unis, en Chine, et on est en train de se développer, sans doute un point où on peut accélérer dans les émergents, dans tous les circuits de distribution, à tous les niveaux de prix. Et en termes d'activité, on est principalement sur 4 grandes catégories. Le soin de la peau, qui est notre première activité, et qui est une catégorie formidable parce qu'on commence à l'utiliser très jeune et on l'utilise toute sa vie. Le soin du cheveu et la coloration, qui sont les produits dans lesquels nous sommes nés. Le maquillage, qui est sans doute la catégorie la plus cyclique, parce qu'elle est très liée à la mode, et puis quand on porte un masque, c'est pas terrible pour le rouge à lèvres. Et enfin, les parfums, qui sont notre plus petite activité, mais pourtant on est numéro 1 mondial, et on le verra peut-être tout à l'heure, les parfums, je vois à l'écran le nouveau parfum Prada, sont en plein boom. Peut-être des conséquences inattendues de la crise de la Covid, c'est cette envie de se parfumer, de prendre soin de ça, au-delà de la séduction qu'on a plaisir à retrouver. Donc vous voyez, cette entreprise, elle a 113 ans, et je finirai par dire quelque chose d'important, c'est qu'elle a 113 ans et elle pourrait être une vieille dame, et pourtant, elle est toujours jeune, en pleine transformation, en transformation permanente. Elle s'est transformée, elle est devenue une société, comme on dit, digital first, donc où le digital est à la fois un moyen de parler à nos consommateurs, mais aussi de faire des ventes. C'est 27% de notre chiffre d'affaires est en e-commerce, qui est quand même, et dans certains pays, c'est plus de la moitié de notre chiffre qui est en e-commerce, c'est le cas de la Chine. Donc cette transformation digitale, la transformation du développement durable dont on parlera, qui est importante parce qu'on a, grâce à notre succès économique, la possibilité d'investir dans la transformation de notre modèle au service de la planète, de créer la beauté qui fait avancer le monde. Et enfin, c'est la dernière transformation en cours, c'est la beauty tech, c'est devenir une société qui fait de la beauté amplifiée par la technologie et dont les performances elles-mêmes sont amplifiées par la technologie. Donc vous voyez, c'est une entreprise, j'en parle avec passion, moi j'y suis depuis 35 ans, et j'ai vu cette entreprise être à la fois toujours la même, fidèle à ses valeurs et à son métier, et en même temps en transformation permanente. Et ça, c'est ce qui est une des raisons de son succès, je crois, aujourd'hui. Alors, vous venez de nous donner des éléments de réponse à une question que moi j'ai très envie de vous poser. On l'a dit, L'Oréal, leader mondial des cosmétiques, mais quand même, la concurrence, elle est là, elle est bien là, elle est active, elle aurait bien envie de vous pousser un peu en dehors de cette place de numéro 1. Comment on fait pour rester au-dessus de la mêlée dans un marché
hyper concurrentiel. Alors d'abord, nous, on adore la concurrence parce que ça nous empêche de nous endormir sur nos lauriers. Et c'est ce qui nous stimule parce qu'on est des compétiteurs. Hein. J'ai dit dans une interview qu'il n'y avait pas qu'en foot que la France était championne du monde. Et on est très fiers d'être numéro 1 mondial de la beauté. Le maillot chez L'Oréal. Exactement. Ouais. Et d'abord, ce qu'il faut se dire, avant de parler de notre capacité à rivaliser, il y a quelque chose qui est très très important et qui, moi, me donne beaucoup d'optimisme et de confiance pour l'avenir, c'est que le marché de la beauté, c'est un marché en croissance permanente. Parce que la beauté, c'est un idéal qu'on n'atteint jamais, c'est un besoin essentiel de l'humanité, et la beauté n'a cessé de croître. Finalement, la seule année depuis mes 35 ans de L'Oréal où le marché de la beauté a été négatif, c'était l'année du Covid, non pas parce que les gens ne voulaient pas utiliser des produits, mais parce que pour certains d'entre eux, ils ne pouvaient pas les acheter. Et donc, sur ce marché-là, effectivement, L'Oréal se donne pour objectif, et je dois dire, on le voit sur cette courbe, le fait quasiment systématiquement, de surperformer le marché, de faire mieux que ses concurrents, ce qui n'est pas évident, vous avez raison, en étant leader. Et je crois que ce qui nous permet de faire cela, c'est bien sûr, vous en avez dit un mot, la qualité des équipes. On a des équipes d'un niveau et d'un engagement extraordinaire. Mais c'est au fond, j'en parlais en citant Jane Schweller, c'est l'innovation. L'innovation produit, bien sûr, la qualité des produits, faire des produits que les consommateurs jugent meilleurs que ceux qui sont sur le marché. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est à la fois encore plus important qu'avant, et encore plus pertinent pour gagner des parts de marché, parce que comme les consommateurs s'expriment tous les jours sur les réseaux sociaux, mettent des notes, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, nous on sait tout de suite si notre produit, le rouge à lèvres Vinyl Ink de Maybelline par exemple, qui est un formidable gloss à lèvres longue tenue, les consommateurs nous le disent. Et donc cette innovation, elle est un moteur important. Après il y a d'autres facteurs, il y a notre capacité à nous transformer. C'est vrai que le digital nous a permis, le fait qu'on embrasse très tôt la révolution digitale, nous a permis de prendre une longueur d'avance sur les concurrents et d'avoir cette interaction avec les consommateurs qui était d'ailleurs merveilleuse pendant la crise de la Covid, parce qu'ils ne pouvaient plus sortir chez eux, mais nous on pouvait leur faire essayer les rouges à lèvres sur leur téléphone et les livrer chez eux. Donc cette transformation, ce portefeuille de marque qui est quand même fabuleux et qui nous permet au fond de répondre à toutes les attentes de beauté, parce que la beauté, il y a des différences de pouvoir d'achat, il y a des différences d'appréciation culturelle. Je reviens du Japon, les Japonais, ils n'apprécient pas exactement les mêmes canons de beauté que les Américains ou les Européens. Donc il faut avoir plusieurs marques, et certaines marques sont plus affines avec certains consommateurs. Et donc ça, c'est une grande force d'avoir ce portefeuille de marques. Ce footprint géographique qui est, je crois, cet équilibre de notre footprint géographique, c'est une grande force. L'Europe fait un petit tiers de nos ventes, on fait à peu près 20% en Asie du Nord et un peu plus, 22, 23 en Amérique du Nord. Et donc, on a une empreinte qui nous permet, mondiale, en fait. qui est mondiale, qui nous permet de saisir les courants ascensionnels quand il y en a, et puis de compenser quand il y a des difficultés. En ce moment, la Chine a quelques soucis de confinement. Il faut le dire. Alors, on est content de pouvoir accélérer aux États-Unis et dans les marchés émergents où je dirais que c'est là où notre part de marché est la plus faible. Et là, on va avoir, je pense, de belles années sur les émergents, mais on en reparlera peut-être. Donc il y a toute l'ensemble de ces éléments de cette recette. Mais je dirais que l'investissement dans la recherche, ce milliard d'euros qu'on dépense tous les ans, et maintenant qu'on rajoute en plus des investissements au niveau technologique, sur l'intelligence artificielle, tout ça, ça nous permet d'être à l'avant-garde et de garder un cap à long terme. Et je dirais que là, c'est important quand on est dans ce contexte qui est assez turbulent et incertain, la solidité de l'actionnariat de L'Oréal, sa vision long terme, sa stabilité, le fait d'avoir la famille fondatrice qui est l'actionnaire principal, un autre grand actionnaire de référence et de nombreux fidèles actionnaires individuels, plus de 200 000, ça nous donne aussi la capacité à bien sûr nous adapter en permanence à court terme, et ça on le sait le faire, mais aussi de garder un cap sur le long terme. Alors, vous l'avez dit, il y a l'importance du numérique. J'aimerais qu'on creuse un petit peu. Le marché de la beauté, il existe depuis l'Antiquité. En même temps, il y a eu ce sacré virage du numérique qui s'est encore accéléré depuis la pandémie. Comment L'Oréal, concrètement, a accompagné, voire, quand je vous écoute, finalement, Nicolas Hieronimus, devancer déjà un petit peu ce changement, cette révolution? Ce qui est sûr, c'est que, vous savez, on a
il y a beaucoup de proverbes historiques chez L'Oréal et l'un des plus célèbres que je crois tous les L'Oréaliens connaissent, c'est « saisir ce qui commence ». Saisir ce qui commence, c'est avoir des antennes à l'extérieur et être à l'affût des changements qui peuvent être les goûts des consommateurs, mais aussi des changements importants pour la société. Et clairement, la digitalisation du monde, on s'en est saisi très très tôt. Mon prédécesseur, Jean-Paul Agon, a déclaré 2010 l'année du digital chez L'Oréal. Très franchement, on n'était pas très sûr de ce que ça voulait dire, mais on s'y est tous mis, on a recruté des experts, on a formé des milliers de collaborateurs à ce qu'était l'e-commerce, à Internet, et puis on a aussi vu que les selfies, les smartphones et les selfies étaient un formidable amplificateur, une caisse de résonance pour la beauté, allaient donner envie aux jeunes générations de se maquiller encore plus, de changer les couleurs de cheveux. Et donc on a vraiment, je crois que c'est une des grandes forces de l'entreprise, cette agilité et cette capacité. Vous avez 86 000 personnes, alors ils ne sont pas tous sur le digital, mais on en a formé pratiquement 60 000, de saisir ces tendances. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est parti vite. Et aujourd'hui, l'e-commerce, c'était 29% de notre chiffre l'année dernière. C'est un peu moins cette année parce que les magasins réouvrent. Mais c'est un quart, c'est plus de 50% en Chine, qui est le marché le plus digitalisé au monde. Le digital, c'est plus de 70% de nos investissements médias. Donc on a complètement adapté nos investissements à la stratégie. Et ce qui est formidable, c'est que grâce à ça, vous savez, on peut cibler mieux les consommateurs. Je vous ai dit, on a 35 marques, différentes catégories, donc on est très précis dans notre activation digitale. Et je parlais de la possibilité d'essayer un produit sur son téléphone. Oui. On a acheté, il y a quelques années, je crois que c'était 2018, une start-up canadienne qui s'appelle Modiface, qui avait développé de la réalité augmentée et qui permet de voir avec sa photo, d'essayer différentes teintes de rouge à lèvres qu'on a déployé sur toutes nos marques. Effectivement, et pendant la pandémie, les gens pouvaient essayer les produits. Succès garanti. Donc voilà, là où on l'a fait sur le maquillage. Depuis l'année dernière, on fait, là aussi on évolue avec la technologie, des diagnostics de peau avec un téléphone. Donc vous prenez plusieurs photos comme ça, vous répondez à 2-3 questions et on est capable de vous faire une recommandation assez personnalisée sur les produits qu'il faut choisir. Alors parfois on fait, dans certains cas, on fait des produits sur mesure, mais c'est très très petit. En revanche, dans la jungle des produits, on peut dire, tiens, il vous faut ce produit-là, ce sérum-là. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur. Et demain, la beauté va aller vers de plus en plus de personnalisation. Et cette personnalisation, elle va être permise par le digital, par la data, évidemment dans le respect total des règles de GDPR. Mais c'est la protection des données personnelles. Tout à fait, la protection des données personnelles. Et donc, on va pouvoir de plus en plus soit recommander aux hommes et aux femmes les produits qui leur conviennent, soit même leur faire des produits sur mesure. Et puis demain, peut-être que la prochaine étape du développement digital de L'Oréal, c'est le métaverse. On a nommé... il y a déjà une boutique L'Oréal dans le métaverse? Il n'y a pas de boutique L'Oréal, mais j'ai nommé une Chief Metaverse Officer qui a vraiment pour seule mission de réfléchir aux possibilités. Je crois que c'est elle qui est à l'écran là. Son avatar en tout cas. C'est son avatar. Qui a pour mission de nous recommander, de nous aider à développer des initiatives. Et c'est plutôt chacune des marques qui le fait. Yves Saint Laurent Beauté a déjà, comme on dit, droppé un NFT. Donc je ne sais pas si ça sera clair pour tous nos auditeurs, mais en tout cas des actifs numériques qui sont reliés à la marque et plusieurs autres marques, nos marques de maquillage notamment, travaillent parce que c'est vrai que c'est encore virtuel, mais c'est aussi sans limite. Donc ça sera peut-être la prochaine étape. Qui commence, exactement. Donc c'est le tout début. Il y a ce chiffre aussi, 600 sites qui génèrent aussi 1 milliard de visites. Ça laisse rêveur. Ce qu'on peut dire en tout cas quand même, Nicolas Hieronimus, c'est que ce travail, il est payant. Parce que là, je suis désolé, on va redescendre un petit peu sur Terre. On va parler chiffres, on va parler de ces résultats du premier semestre. Cette croissance, plus 13,5% en comparable par rapport au premier semestre 2021. Vous l'avez dit, dans un environnement qui était challenging, pour employer un mauvais mot d'anglais. Satisfaction du coup, j'imagine pour vous. Oui, c'était une très, très grande satisfaction et une très grande fierté à 2 titres. Le premier, c'est que effectivement cette performance de plus 13,5%, elle est plus de 2 fois la croissance du marché de la beauté. Je l'ai dit, le marché de la beauté est toujours en croissance, donc il était à plus 6% mondialement au premier semestre, ce qui est une très belle croissance.
mais on a fait plus 13,5. Oui. Donc là, on a fait plus de 2 fois au-dessus, ce qui nous oblige pour le futur, mais en tout cas qui est une très très belle performance. Et ce qui est particulièrement un motif de satisfaction pour moi, c'est qu'elle est transversale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie du business qui a flambé qui souffre et une autre qui a eu vraiment des difficultés. On a fait de la croissance dans toutes les catégories, supérieur marché, dans toutes les régions. Et même en Chine, où le marché était quand même très difficile, avec la ville de Shanghai fermée pendant les mois de mai et juin, on a réussi à faire une croissance inférieure à celle des années précédentes, mais à 2 chiffres sur le marché chinois. Donc vraiment très très belle performance des équipes. Et ce qu'il faudrait ajouter, c'est que vous l'avez vu, cette croissance à plus 13,5%, elle est à plus 20,9% en publié. Oui. Et ça fait partie On explique peut-être la différence. Des différences, c'est qu'on a le 13,5%, c'est en comparable, donc c'est indépendamment des effets de change, mais comme l'euro s'est déprécié par rapport à un certain nombre de monnaies, dont le dollar ou le RMB chinois, quand on consolide les ventes qu'on fait aux États-Unis ou en Chine, en euros, ça fait plus d'euros. Donc, à la fin, c'est ce qui rentre quand même dans la caisse de l'entreprise. C'est ce qui rentre dans le bénéfice net par action et c'est ce qui rentre dans le dividende. Donc, on est sur une année où, pour l'instant, en tout cas, à fin juin 2022, on est à plus de 20% en croissance publiée. Donc, ce qui rentre véritablement dans finalement ce qui servira le dividende de nos actionnaires individuels et en général. Donc ça, c'est quand même une belle performance et on est aidé, et je pense que ça va être encore le cas l'année prochaine, par des changes qui nous aident. Alors oui, quand même, cette question-là, la prochaine question, je me suis dit, celle-là, elle doit revenir un petit peu en boucle à ses oreilles. Depuis plusieurs mois, comment, justement, vous voyez évoluer l'activité de L'Oréal? Et vous l'avez évoqué, dans un contexte de plus en plus compliqué, une inflation durablement élevée, que ce soit aux États-Unis, en Europe, des confinements en Chine, un conflit armé qui dure aux portes de l'Europe. Ça fait quand même pas mal de nuages qui s'amoncellent, tout ça. C'est sûr que le contexte actuel est un contexte où il y a, comme vous l'avez dit, une accumulation de nuages plutôt sombres qui s'accumulent. Et de toute évidence, on se doit tous, et c'est mon rôle de dirigeant, c'est le rôle des équipes de L'Oréal, d'être vigilants, de prévoir l'ensemble ou d'anticiper l'ensemble des choses qui pourraient se passer au niveau énergétique, des nouveaux coûts de matières premières et d'être capable de réagir à tous les événements qui pourraient se produire. Et d'ailleurs, on a montré pendant la crise de la Covid que L'Oréal était capable de s'adapter très vite à la fois à la façon de travailler avec le télétravail, mais aussi dans notre propre activité, puisque l'année du Covid, le marché de la beauté mondial a fait -8. C'était la seule année, j'en parlais, où le marché était négatif. Nous avons fait -4% et maintenu notre rentabilité en pourcentage. Donc on a été capable vraiment de s'adapter à ça. Et donc on garde cette vigilance, cette capacité à réagir à tous les événements qui pourraient se produire. Maintenant, la réalité, et si on se projette un peu à moyen ou même long terme, on reste très confiant. On reste très confiant. D'abord, si on prend stricto sensu l'été, pendant l'été, notre business a continué à se développer à un bon rythme de croisière, avec des choses qui, la Chine a eu des nouveaux confinements, les États-Unis, le mois de juillet était un peu plus mou, mais c'est reparti quand les Américains qui étaient tous en Europe en vacances sont revenus chez eux, ils se sont remis à consommer, les émergents continuent à croître, et même l'Europe, sans doute grâce à l'afflux de touristes, a plutôt bien fonctionné. Donc on n'a pas vu encore de coup de frein sur les affaires, mais de façon plus importante, quand on se projette sur le moyen terme, on voit que la beauté est un marché de croissance. On l'a dit, la croissance de 4 à 5% tous les ans depuis que moi je suis chez L'Oréal. On a cet appétit des consommateurs pour la beauté. Comme c'est un marché d'offres, la capacité à stimuler la consommation par des nouveaux produits, comme le nouveau produit Prada ou d'autres que nous lançons, c'est une façon aussi d'animer le marché. Et donc,
On a cette conviction que le marché va croître. La beauté, c'est un besoin essentiel de l'humanité. Peut-être justement quand les temps sont durs. Aussi, tout à fait. Il y a ce fameux... on parle beaucoup du fameux lipstick effect, donc l'effet rouge à lèvres, qui est une théorie, mais qui a été démontrée que quand les temps sont difficiles, il y a une surconsommation de produits comme le rouge à lèvres, qui est un produit finalement de plaisir, accessible et qui permet de se sentir bien dans sa peau. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les parfums en ce moment. On a l'impression que le marché mondial des parfums est à plus 20. On arrive à peine à livrer les produits qui nous sont demandés. Je crois qu'il y a cette volonté de prendre soin de soi. Et puis nous, on a, au-delà de notre capacité à offrir des nouveaux produits intéressants, on a ce potentiel international, ce footprint international qui nous permet à la fois d'absorber certains chocs, mais aussi avec des vrais potentiels de croissance. Je parlais des marchés émergents. Si on voit L'Oréal en Chine, justement, là, les confinements, peut-être Je vais vous parler des confinements. J'étais en réunion avec la Chine aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des villes qui sont confinées, mais on voit aussi que les villes qu'on appelle Tier 3, 4, 5, qui sont les plus petites villes, où on a une part de marché encore inférieure à nos grandes parts de marché à Shanghai et à Pékin, on a du potentiel là-bas. Et donc, on part à la conquête de ces grands espaces chinois avec, j'en suis convaincu, encore de belles années de croissance. Et puis, la Chine, là, c'est vrai qu'en ce moment, la politique du zéro Covid n'est pas favorable au shopping tous les jours. Mais si on se projette là aussi à moyen terme, la démographie chinoise, on a à peu près 200 millions de Chinois qui vont rentrer dans les classes moyennes supérieures d'ici 2030. Ces gens-là ont envie de beauté, ont envie de produits de qualité, et il se trouve que les produits favoris, les marques favorites des consommatrices chinoises sont L'Oréal Paris et Lancôme, qui sont deux marques que nous avons développées depuis, ça fait plus de 25 ans qu'on est en Chine. Donc la Chine, c'est un réservoir de croissance, et les marchés émergents aussi, l'Indonésie, l'Inde. On a là des parts de marché qui sont très inférieures à notre part de marché mondiale, et on est en train d'y conquérir des nouveaux espaces grâce au digital. Et peut-être je prends une minute là-dessus, parce que je crois que c'est important que votre audience le comprenne. Pendant des années, L'Oréal avait du mal dans les marchés émergents. Pourquoi ? Parce que c'est des pays très étendus, avec plein de petits points de vente. Et quand on vend des rouges à lèvres avec des nuances, des produits de coloration avec plusieurs nuances, c'est pas du tout économiquement viable d'aller visiter chaque petit... Il faut que le réseau de distribution suive. Voilà, ça s'appelle le deep trade. Et nous, on n'était pas équipés pour ça. Et puis même, ces points de vente n'ont juste pas la place de stocker nos produits. Aujourd'hui, avec l'explosion de l'e-commerce dans ces pays, avec Lazada, Shopee en Asie du Sud-Est, avec Mercado Libre en Amérique latine, tout d'un coup, on a des populations très jeunes, toutes équipées de smartphones, qui peuvent, comme on l'a évoqué, essayer nos produits sur leur téléphone, et qui peuvent les commander et se les faire livrer. Et donc nous, on n'a plus besoin d'aller essayer d'envoyer des produits dans des points de vente qu'on ne pouvait pas servir. On a accès directement aux consommateurs. Donc au total, je pense que la capacité de L'Oréal à surperformer un marché toujours en croissance, elle est intacte. Et cet équilibre de notre portefeuille de marque est aussi très important. Je dis ça parce que, en fait, on se dit, mais L'Oréal, c'est quoi ? C'est un groupe de luxe, c'est un groupe de mass market, de produits de grande consommation. Un peu tout ça. C'est des produits dermatos, des produits pour les coiffeurs. C'est un peu tout ça. Et en fait, on arrive, grâce à ce mix de marques, de produits, de prix de vente et ce footprint géographique, à être très adapté, très agile, et donc à dérisquer quelque part nos perspectives de croissance. Bon, alors quand même, j'entends vos arguments, mais si on se place sur un peu plus long terme, 10, 15 ans, est-ce que le défi de cette croissance qui surperforme son marché, il n'est pas de plus en plus difficile à atteindre? Ou si vous me dites non, j'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre. Non, mais c'est toujours, de toute façon, chaque année, vous savez, en sport, on dit on prend match après match. Chaque année, on remet le titre en jeu, et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs être toujours ne jamais sombrer dans la complaisance et être vraiment déterminé à continuer à innover. C'est la première raison. Je pense que, bien sûr que ça va être difficile, il y a de plus en plus de concurrents, mais on a vu quand même que ces dernières années, on a plutôt accru notre écart avec le marché. On gagne plus de parts de marché aujourd'hui, en 2022, en 2021, et même en 2020 pendant l'année du Covid, que ce qu'on gagnait dans les années précédentes. Parce que nos marques
prennent du momentum, parce que l'innovation fait de plus en plus la différence. Et les consommateurs, et c'est vrai aussi en période de récession, quand les gens comptent leur argent, les gens veulent de la qualité. Ils veulent mettre l'argent qu'ils ont à dépenser sur des meilleurs produits. Et donc, cet investissement de L'Oréal, qui est un investissement année après année dans la recherche, dans la qualité, ça va nous aider à continuer à conquérir des parts de marché et à servir les consommateurs du monde entier. Et puis, on parle des marques, mais on fait régulièrement des acquisitions. Ça aussi, c'est une façon de continuer à croître. Vous savez, L'Oréal, sur les 35 marques dont on parle, en fait, il y en a très peu qu'on a créé nous-mêmes. De toute l'histoire, on a créé L'Oréal, L'Oréal Professionnel, Kérastase. Toutes les autres marques du groupe ont été des acquisitions. Et on a un modèle qui est un peu toujours le même, c'est que nous faisons des acquisitions de marques qui percent parce qu'elles ont un positionnement, quelque chose d'intéressant, qui sont en train de réussir dans un pays. On les achète, on les intègre et on leur fait bénéficier de notre empreinte mondiale et on les déploie internationalement, aussi, votre savoir-faire, de notre expertise, de nos formules. Si je prends une marque qu'on a achetée il n'y a pas très longtemps, qui est la marque CeraVe, dans la division cosmétique active, c'est une marque de soins de la peau dermatologique qu'on a achetée, elle faisait un peu plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. 5 ans après, elle fait plus d'1 milliard. Et donc, c'est à la fois le développement sur son marché d'origine, parce que c'est une formidable marque avec des meilleurs produits de soins qu'on peut imaginer, et on la déploie mondialement. Et ça, on fait régulièrement des acquisitions, Takami au Japon, Used to the People récemment en Californie, et ça contribue aussi au développement du chiffre d'affaires de L'Oréal et à la valorisation de notre compte d'exploitation. Il y a des gisements de croissance aussi sur lesquels vous pensez accélérer dans les années qui viennent ? Oui, il y en a beaucoup. Il y a des gisements de croissance géographiques, il y a des gisements de croissance catégoriels aussi, et puis il y a effectivement certains circuits ou courants de consommation qui se développent. Si je prends géographique, on en a parlé, les marchés émergents qui viennent compléter finalement la Chine et les États-Unis, qui sont deux marchés. L'un connaît des soubresauts liés au zéro Covid en ce moment, mais va repartir, et l'autre est dynamique sur les États-Unis. Et on a ces marchés émergents où on a une zone qui s'appelle SAP-MENA, qui est l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Cette zone représente 40% de la population mondiale et elle fait moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Bon, donc, il y a un point d'attention. Il y a un point d'accélération. Ouais. Et d'ailleurs, en ce moment, on a localisé des équipes de cette zone à Singapour. Ils font un formidable travail et on est en train d'y accélérer. Donc, accélération géographique, et il y a du potentiel à peu près partout. Accélération catégorielle, puisque on a des catégories qui sont en train de se développer ou sur lesquelles nous accélérons. Je pense au capillaire. Le marché du soin du cheveu est en train de se valoriser. Donc c'est un peu contre-intuitif quand on pense que les gens veulent acheter des produits moins chers. Mais en fait, là aussi, c'est peut-être une des conséquences de la Covid où les gens ont appris à prendre soin d'eux. Aujourd'hui, on voit partout dans le monde le prix moyen des shampoings et après-shampoings que les femmes achètent monter parce que les gens veulent de la qualité. Et nous, on est en train de grimper dans ce marché-là avec Kérastase ou Elseve de L'Oréal Paris. Il y a le marché des parfums. Je vous disais, le marché des parfums est à plus 20, nous on est à plus 35. Donc ce sont aussi des opportunités catégorielles. Et puis enfin, je parlais de circuits ou finalement de types de produits qui se développent. On voit que toute la beauté sur la beauté dermatologique est en train de se développer. Notre division cosmétique active fait des croissances de plus de 20% au premier semestre. Et là, c'est le résultat aussi de l'attente des consommateurs de produits sûrs, de produits de qualité, de produits qui sont recommandés et développés par des professionnels de la santé. Et la santé est devenue vraiment un sujet majeur pour tout le monde. Et donc ça, c'est pas un hasard si cette division, et on est le seul groupe de beauté à avoir une division dédiée entièrement à ce métier-là, c'est en train de se développer. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'opportunités. Et puis, comme on l'a dit, le digital nous donne la possibilité de pénétrer très loin dans les territoires auxquels nous n'avions pas accès auparavant. Donc cette croissance qui va rester soutenue
et une attente de plus en plus impérieuse, impérative, urgente. On a eu des questions, pas mal de questions qui ont été posées au moment de l'inscription, de la part des consommateurs, des citoyens, que cette croissance soit respectueuse des hommes, de l'environnement. Comment, là aussi, L'Oréal parvient à concilier ces deux objectifs? Et c'est pas forcément simple. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, la performance financière et la performance extra-financière, c'est-à-dire finalement les engagements environnementaux et sociétaux, ne sont plus dissociables. Elles peuvent aller main dans la main. L'un ne va pas sans l'autre. Tout d'abord, je pense que la performance financière est essentielle à notre capacité à nous transformer, à investir, à innover pour trouver des solutions qui rendent le monde et la beauté plus durables, que ce soit la transformation de nos formules. Aujourd'hui, nous avons pris des engagements dans le cadre d'un programme qui s'appelle L'Oréal pour le futur, que 95% des actifs que nous utiliserions dans nos produits seraient d'origine biosourcée et renouvelable d'ici 2030. Alors pourquoi 95 ? Parce qu'il y a 5% qui sont incompressibles et puis il y a aussi des minéraux abondants. Mais donc ça, cette transformation qui est finalement passée de la pétrochimie à la chimie verte, avec la biotechnologie, avec les progrès de l'agronomie, c'est ce qu'on appelle les green science. C'est une énorme transformation et c'est très coûteux. Donc, il faut qu'on ait cette réussite économique pour pouvoir investir dans ces green sciences. De même qu'on investit dans des startups qui développent des nouvelles façons de produire du packaging recyclé aujourd'hui. Parmi nos engagements, nous avons pris l'engagement que d'ici 2030, 100% de nos plastiques soient recyclés, soient d'origine recyclée, il n'y ait plus de plastique vierge. Aujourd'hui, on est à 28%. On est en avance sur notre plan de marche. Mais le gap est sacrément ambitieux. On voit qu'on progresse. Et d'ailleurs, c'est lié, c'est toujours pareil, c'est lié à la disponibilité de ces matériaux recyclés. C'est pour ça qu'on a été ravis d'apprendre qu'un certain nombre de grandes sociétés qui investissent dans ces technologies vont s'installer en France, comme Eastman qui a été annoncé il y a quelques mois. Et donc, on va y arriver. On va y arriver sur le plastique, on va y arriver sur la transformation de nos ingrédients. Et on est d'ailleurs, on a déjà, on va dire, quelques résultats qui parlent pour nous, puisque entre 2005 et 2021, on a réduit nos émissions de CO2 de 87%, alors que nos unités fabriquées, on a augmenté notre fabrication de 37%, donc on a réussi finalement à découpler la croissance des émissions de CO2, donc on a des vrais résultats tangibles, et c'est pour ça que, vous l'avez vu dans le film, on a un certain nombre on est, je crois, que la seule entreprise au monde qui a eu la reconnaissance du CDP avec le AAA 6 années de suite. Je crois que c'est le Carbon Disclosure Project. Voilà, ils ne veulent plus qu'on les appelle comme ça, mais effectivement, le carbone, la déforestation notamment, et l'eau. D'ailleurs, on travaille là aussi à ce que nos usines soient Waterloop, c'est-à-dire que on recycle l'eau. 100% de l'eau qui est utilisée pour la fabrication, soit pour laver les cuves, etc., soit recyclée. Et donc c'est vraiment un projet d'entreprise sur lequel tous les collaborateurs sont engagés et sont animés, puisque dans les bonus des dirigeants, dans les conditions des actions de performance qu'ils reçoivent, il y a des objectifs, on mesure tous les ans les objectifs L'Oréal pour le futur, et effectivement, on s'est mis des objectifs exigeants, parce que c'est la condition pour rester dans la limite des 1,5 degré que l'on s'est donné d'atteindre. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on est tous engagés, et on a des résultats. Moi, j'ai été très heureux, quand on a publié les résultats du premier semestre, d'annoncer que l'ensemble de nos sites d'Asie du Nord étaient carbone neutres. Quelques mois, et donc on avait dit d'ici 2025 pour les signes carbone neutres, scope 1 et 2, ils sont en avance. Les États-Unis, l'Amérique du Nord, c'était l'année dernière, et en Europe, on est plus très loin, donc on espère qu'on ne sera pas obligé de chauffer au fioul pendant l'hiver, mais on n'est pas très loin, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et au-delà, votre bilan carbone personnel, vous le regardez, vous? Oui, je le regarde, C'est aussi quelque chose. Non, mais c'est quelque chose qui est important parce que chaque jour, on est amené à faire des décisions. On en parlait en off avant
avant le début de cette émission, L'Oréal a été choisi par Salesforce, qui est une des plus grandes sociétés tech du monde et de la Silicon Valley, d'être une des sociétés mises à l'honneur dans leur plus grand événement qui s'appelle Dreamforce à San Francisco. Et franchement, pour L'Oréal, c'est un grand motif de fierté et c'est un signe très fort que nous sommes effectivement une beauty tech. Bon, le CEO de Salesforce m'a dit, Nicolas, il faut que vous veniez faire un speech à San Francisco. Ouais, c'est loin. Et j'ai dit, écoutez, je suis très heureux et honoré pour l'entreprise, mais à la fois en termes de bilan carbone et aussi en termes de bilan personnel, physique, d'aller jusqu'à San Francisco en avion pour faire un speech de 10 minutes, c'est pas possible. Donc j'ai des équipes sur place, elles viendront. Et moi, hier soir, j'étais donc dans un studio à Paris, en live, il était 9h30 à Paris, en live avec San Francisco, où j'ai réussi à expliquer ce que faisait L'Oréal, mais sans faire de... Sans vous déplacer. Sans vous déplacer et sans brûler de carbone. Donc évidemment, on a tous des contraintes, on doit voyager pour le travail, mais il faut savoir doser. Et je suis sur mon app Air France, mon bilan carbone, et j'essaie de rester raisonnable et de veiller à ce que ça le soit au niveau de L'Oréal. Je vais vous donner un chiffre qui est important quand même. C'est qu'on s'est fixé pour objectif en 2022 que nos frais de déplacement, donc, qui sont essentiellement des avions et des hôtels, soient à 50% de ce qu'ils étaient en 2019. Ah oui, réduction. C'est quand même fort, parce que là, les gens doivent revoyager. Donc on a dit moins 50%, et ben on y est. On était à moins 49 à fin juillet, donc je pense que les prix des avions... Le petit pourcent a dû être grappillé. Puis à un moment, bon, on va papiner, mais donc c'est vrai aussi, au-delà du bilan carbone, ça a un impact économique, et c'est ce qui fait que dans le compte d'exploitation de l'entreprise, on est capable de continuer à générer à la fois des investissements derrière dans marque et du profit grâce aussi à la gestion de ses frais. On a dit beaucoup de choses sur L'Oréal ce soir, le profil, l'actualité, les atouts, les ambitions. C'est la question couperait là, pour terminer. Si vous aviez finalement 3 minutes pour convaincre quelqu'un qui ne connaîtrait pas, on se demande comment il ferait, mais qui ne connaîtrait pas vraiment L'Oréal, pour le convaincre de devenir actionnaire, quels sont les arguments qui, selon vous, seraient le plus susceptibles de faire mouche ? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et on a passé du temps pour expliquer pourquoi L'Oréal est une très très belle valeur. La première, c'est qu'effectivement, L'Oréal fait un métier magnifique qui est celui de la beauté, qui est un métier essentiel pour l'humanité et qui est un marché en forte croissance. L'Oréal a un track record, comme on dit, des résultats qui montrent sa capacité à surperformer le marché et elle le fait à la fois par son investissement constant dans l'innovation et par sa capacité à toujours se transformer, à saisir ce qui commence pour être, plus que dans l'air du temps, pour être celle qui va tirer les marrons du feu et qui va continuer à croître. C'est une entreprise qui a un portefeuille de marques extraordinairement complet, je crois que c'est le plus beau de l'industrie. C'est une entreprise qui a une empreinte de business, un footprint, comme on dit, extrêmement équilibré et donc on est vraiment un business model, on est à la fois une valeur de croissance, mais une valeur qui est totalement dérisquée. Et donc, c'est un investissement qui présente cet intérêt-là. Et puis, je dirais 2 choses pour terminer. La première, c'est que nous avons un actionnariat qui est très stable, très solide, que ce soit ceux de nos 200 000 actionnaires individuels que je salue et que je remercie pour leur fidélité, ou des actionnaires historiques et familiaux, j'espère quelques-uns de plus ce soir. Et puis, on a, à travers nos résultats, toujours délivré sur de la croissance du résultat, du dividende, et je le rappelle, avec une prime de 10% sur le dividende pour les actionnaires de plus de 2 ans. Donc, on récompense aussi la fidélité de nos actionnaires. Donc, dans ce monde, au fond, qui est très instable, très incertain, je crois que L'Oréal a, par son équilibre, par sa stabilité et par sa capacité à surperformer, beaucoup d'atouts dont j'espère qu'elles sauront séduire vos auditeurs. Voilà, l'équilibre, la stabilité et la capacité à surperformer, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Nicolas Hieronimus d'avoir été avec nous ce soir pour cette webconférence L'Oréal. Merci. Eh bien, cette webconférence est désormais terminée. Restez encore avec nous quelques minutes après le clap de fin, le temps de renseigner un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée et à très bientôt.